Bonjour Jules. Bonjour. Alors, vous êtes donc l'auteur d'une trentaine d'albums à peu près. Difficile de les compter tous, sans parler de vos dessins de presse et de vos illustrations. Alors, l'album qui vous a fait connaître, c'était Il faut tuer José Bové, c'est ça, en 2005? C'était mon premier album, Ouais. Il faut tuer José Bové. C'était une plongée dans l'alterdarwinisme, mais qui était un petit peu à la frontière de mon travail de dessinateur de presse. Donc, je parlais du monde qui m'entourait, de la société, de la politique, et avec une histoire au long cours. Et là, j'ai continué finalement à creuser cette veine-là. Alors, j'ai vu que vous avez été pris par le dessin dès l'enfance, quoi. Ah oui, moi, quand j'avais 9 ans, j'imprimais au boulot de mes parents mes petits dessins et je les vendais à la sortie de l'école 1 franc. Donc j'ai commencé à construire un empire de presse très tôt, vous voyez. Sinon, vous auriez pu, par exemple, être prof d'histoire géo. Voilà, moi j'ai fait des études d'histoire et j'ai enseigné l'histoire chinoise, en fait. C'était ma spécialité. Donc j'ai On va en travaillé parler de là-dessus. l'histoire chinoise parce que ça vous a servi plus tard. Alors, votre nouvel album, donc c'est le 8e de la série Silex and the City, L'homme de Cro-Magnon. Donc, le jeu de mots est facile, on aura compris, bien sûr. C'est le monde de 2018 vu par nos ancêtres du Paléolithique. C'est ça. Depuis maintenant une dizaine d'années, Silex and the City, c'est vraiment une saga préhistorique qui raconte le monde qui nous entoure. Alors au travers du prisme de la préhistoire et aussi de la vie d'une famille. C'est la famille Dotcom. Voilà. Et alors lui est prof de chasse, elle est prof de préhistoire géo. Ils ont une fille qui est cro-magnonista, comme ça, folle de mode, et un jeune fils très militant de gauche, alter-darwiniste. Et là, justement, le fils... C'est un peu la branche insoumise, ça. Voilà, il s'inscrit à la branche insoumise, qui est le parti comme ça des primates un petit peu en colère, contre justement ce nouveau mouvement que vous évoquez, qui est l'apparition de l'homme de Cro-Magnon. Parce que dans le tome précédent, le tome 7, le Front Néandertal allait gagner les élections. Tout le monde était très angoissé. Et du coup, là, c'est l'homme de Cro-Magnon qui est arrivé et qui a décidé de convertir toutes les espèces de gré ou de force à la bipédie. Alors, c'est un peu compliqué. On va regarder la bande-annonce, c'est très court. Ah oui. De la 8e, comment dirais-je, album. Alors, Cro-Magnon, lui, est à fond pour la théorie de l'évolution, lui. Ce sont les meilleurs qui gagnent à la fin, quoi. Oui, alors lui, il dit Les que winners, quoi. la bipédie, c'est le système bottom-up, vous voyez. Et donc, bon, alors il essaie de subjuguer un petit peu tout le monde. Alors, c'était marrant de le dessiner. Il n'y avait pas vraiment eu de bande dessinée, de choses construites en humour sur Macron depuis qu'il est arrivé. Parce que personne ne savait dans quelle direction il allait aller. Tout le monde était un petit peu paralysé. Alors là, finalement, cet album... C'est plus facile de le replacer au néolithique. En tout cas, ça permet d'avoir du recul. Moi, ce dispositif que j'utilise là maintenant depuis cette série, qui était à la fois un dessin animé et une série de BD, est très efficace. Et ça permet d'aller plus loin, bien souvent. Parce que là, il y a ces thématiques. Ouais, alors c'est très, très drôle parce que vous, par exemple, vous parlez d'un projet de construction d'un parc de loisirs, donc avec une ZAD. Oui, alors ils doivent raser une forêt quaternaire dans laquelle il y a des primates qui habitent. Et c'est la zone arboricole à défendre. Évidemment, ils ne veulent pas qu'on coupe les arbres. Et puis, on parle des questions de société. Parce que le couple Dotcom, l'homme et la femme, ça va mal entre eux. Parce qu'elle a découvert le fameux porno pour la mammifère de moins de 50 ans, 50 nuances de graisse. Elle se rend compte que son ménage est au point mort. Alors elle va larguer son mec et elle va partir draguer un jeune député du Néolithique en marche, donc qui est le parti comme ça. C'est le fondateur de Pierre-BNB, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, tout à fait. C'est l'échange de cavernes entre particuliers, Pierre-BNB. Et alors elle va au hammam aussi. Voilà. Et alors, non mais surtout, elle rencontre un homme comme ça avec qui elle a une aventure et en fait très bizarrement... ça a été... il fallait que je dessine quelqu'un de très très beau, très sexy, vraiment costaud, et puis c'était pas mon style de dessin. Alors là, vous avez fait appel à Enki Bilal. J'ai un invité dans cet album, Enki Bilal, qui dessine pendant 2 pages, justement, cette scène d'amour entre les 2 personnages. Alors déjà, c'était un grand honneur, j'étais très 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 heureux d'avoir Bilal dans mon album, c'était un peu mythique, moi je le lisais quand j'étais enfant déjà, et puis... il a accepté sans problème. Il a accepté sans problème, il a dit ça ressemble un petit peu aux rubriques à braque de Gottlieb, en fait, ce qui était encore un autre compliment. Alors, en fait, c'est marrant parce que dans ce livre, dans cet album, il y a toutes sortes de thématiques. On a parlé des alter-darwinistes radicaux. Alors ça, c'est drôle quand même. Ça, ce sont les insoumis, ça, c'est quoi? Voilà, c'est la branche insoumise. Vous moquez un petit peu de la France insoumise? En fait, tout le monde y passe. Le principe de Silex, parce qu'eux, ils sont contre l'évolution, j'ai vu dans le bouquin. Eux, ils sont contre la sélection à l'entrée de la sélection naturelle. D'accord. Évidemment, ça complique un peu, forcément. Alors, il y a aussi la question de la parité homme-femme. Oui, bien sûr, parce que en fait, ça a plus de 40 000 ans, cette histoire. Et le nouveau féminisme,
l'époque, c'est après le MLF, qui était le mouvement des lémuriennes féministes, et leur fameux manifeste des 343 nyctalopes, et ben, ce sont les féminidés. Ça, c'est les mammifères qui manifestent avec les seins à l'air. Et c'est aussi le mouvement Balance ta pierre. Voilà, parce qu'il n'y a pas, chez nous, c'est Balance ton porc, et à l'époque, c'était Balance ta pierre. Balance ta pierre, bien sûr, à l'âge de pierre. Ouais. Alors, il y a la crise de la quarantaine qui devient la crise du quaternaire. C'est ça, c'est quand on commence justement à s'interroger un petit peu sur son couple. Tout le monde connaît bien ça hein, de nos jours. Ouais. Alors on peut dire que l'homme de Cro-Magnon, c'est un meneur d'hommes, tout le monde doit le suivre, en marche comme... C'est ça, mais alors bon, en même temps, tout le monde n'est pas forcément d'accord. Est-ce qu'on peut être à la fois céphalopode et en même temps mammifère, bipède et en même temps quadrumane? Donc c'est le et en même temps macronien. Et en fait, moi je me suis amusé évidemment. Le principe de Silex, bien sûr, il y a plein de jeux de mots comme vous le voyez, mais c'est pas juste de la pure facétie, du pur humour, ça raconte aussi quelque chose, c'est-à-dire que j'utilise ce langage que nous on entend, tous ces slogans politiques, toute cette espèce de novlangue un peu macronienne, des communicants, des publicitaires, des écoles de commerce, et voilà, je l'utilise en la distordant un peu, en changeant un terme, et tout d'un coup, le lecteur, et en tout cas moi je me pose la question, je me dis mais oui, pourquoi est-ce que je répète ce genre de choses? Enfin, c'est pas si évident. Est-ce que ce serait pas un petit peu bête? Est-ce qu'on n'aurait pas un petit peu de liberté à reconquérir par rapport à tout ce truc qui nous est servi tout cuit et puis qu'on avale comme ça à longueur de journée? Il y a un peu une sorte de gavage. Donc, l'intérêt de cette BD, en dehors de faire cette chronique un peu marrante, c'est aussi de permettre d'avoir un peu de recul. Moi, ça me fait du bien, en tout cas en tant qu'auteur. Ouais. Et alors, vous annoncez même la mort de Johnny Hallyday. Oui, alors enfin, c'est Johnny Habilis. C'est le chanteur le plus célèbre de l'âge de pierre, 248 fois disque de Silex. C'est l'auteur de grands tubes, enfin, Quelque chose en nous d'une bactérie, Retiens l'amibe, toutes ces chansons-là. Et là, du coup, tout le monde essaie d'inventer la roue pour pouvoir défiler en moto sur les Champs-Élysées en son hommage. On peut dire que c'est aussi un clin d'œil à l'histoire, parce qu'après tout, l'homme, il a dessiné avant d'écrire. Oui, en fait, de toute façon, moi j'ai eu cette chance extraordinaire d'être lu par énormément d'archéologues et de scientifiques spécialistes de la préhistoire, et j'ai été invité à descendre dans la grotte Chauvet. La vraie grotte Chauvet, qui est une des plus belles grottes ornées au monde, à Vallon-Pont d'Arc. Et c'était extrêmement émouvant. Maintenant, il y a une reproduction. Il y a une reproduction très bien, la réplique qui est très bien. est magnifique. Et en fait, quand on voit ces dessins, il y a une forme de vie, d'évidence du trait. Il y a des ours, on dirait du Walt Disney, et un mouvement. Et en fait, il n'y a pas tellement de différence entre le travail des dessinateurs de bande dessinée aujourd'hui, c'est le trait, la surface, c'est la même chose qui se passait à Chauvet. Et donc, on n'est pas dans l'art plastique en 3D ou le jeu vidéo. On est vraiment dans une chose très simple. La BD, Chauvet, Lascaux, même combat. Alors, ça, c'est le 8e album, le 8e tome. Il y en aura un 9e Oui, probablement. À vrai dire, dès que les choses... Vous ne savez pas encore, moi. Non, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être que Depardieu va s'installer pour de bon en Corée du Nord. Ça pourrait faire un bon sujet. Et après, ça devient aussi souvent des séries, en fait, en dessin animé sur Arte. Voilà, il y a eu un dessin animé qui a duré pendant pas mal de saisons. Là, il y a le long métrage animé pour le cinéma qui est en préparation. Donc, ça va sortir à peu près dans 2 ans. Donc là, je suis là-dessus. Et puis, moi, j'ai ma série qui a remplacé, qui est sur la mythologie grecque, 50 nuances de grec. Alors, justement, ça, vous l'avez fait avec le philosophe Charles Pépin, je pense. Voilà. C'est une série. On a travaillé sur les philosophes dans la planète des sages et sur la mythologie. Et 50 nuances de grec, c'est la mythologie grecque qui rencontre notre époque d'aujourd'hui. C'est encore une espèce de carambolage entre la culture classique et puis des choses un petit peu plus contemporaines. Dédale qui doit mettre aux normes handicapé son labyrinthe, Zeus qui doit payer les pensions alimentaires avec tous ces gamins qu'il a fait partout. Et il y avait eu Platon Lagaffe aussi, juste avant. Platon Lagaffe, c'est la vie de bureau vue par les philosophes. Oui, c'était compliqué. Alors, on parlait tout à l'heure de la Chine. Vous aviez accompagné le président Macron, on va dire. Oui, le vrai Macron. Oui, c'est ça, c'était un vrai voyage. C'était une des choses les plus insolites qui m'a été donné de vivre. Moi, je parle chinois, c'est quelque chose que je connaissais bien. La Chine, j'y suis allé un très grand nombre de fois. Mais alors, vous avez même enseigné du chinois. Voilà. Chinois. À l'intérieur du bureau politique chinois, avec un dîner officiel avec le président Xi Jinping, à qui j'ai remis d'ailleurs mon album qui est traduit en chinois, La planète des sages. C'était complètement bizarre, d'autant qu'il faut savoir qu'en Chine, les journalistes et les dessinateurs de presse, les dessinateurs d'humour satirique, les humoristes, ils peuvent pas dire grand-chose, ils vont très très vite en prison. Et ils passent pas sur les réseaux sociaux, il faut... certainement pas, en plus les réseaux sociaux sont filtrés, et donc c'était, je dirais, un paradoxe, finalement, qu'un président d'un grand pays ait décidé de, moi je le connaissais pas Macron, ait décidé de faire venir un dessinateur de presse plutôt mordant, qui le critiquait en cours de route d'ailleurs, parce que pendant le voyage, moi je faisais
des dessins où je me moquais un petit peu de Macron et de ses rencontres et ses négociations avec Xi Jinping. Et je faisais ça en direct. Les Chinois, ils trouvaient ça très, très, très étrange. Vos albums, ils sont distribués en Chine, Alors, Silex and the City, comme il y a beaucoup de références françaises, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais. En revanche, oui, La planète des sages, toute la série sur les philosophes, Zhe Xingqiu, ça c'est le titre chinois de La planète des sages. Et évidemment, une fois que le président chinois Xi Jinping a eu reçu cet album comme ça devant les photographes, tout le monde a voulu l'acheter. Les chiffres de vente de cet album en Chine ont explosé. Il était épuisé le soir même, vous voyez. Donc c'est assez marrant. Alors Julie, il y a un truc qu'il faut quand même signaler, c'est que Silex and the City va entrer au Louvre. Alors ça c'est vraiment pour le coup un truc qui me fait rougir de plaisir. C'est un honneur, un signe. Il y a une exposition avec quelques dessinateurs de BD qui va durer 1 an. Dans l'aile Richelieu du Louvre, dans la petite galerie qui s'appelle Archéologie en bulle. Et donc, il y a 6 planches de Silex and the City qui vont être exposées dans le Louvre pour tout le public, tous les visiteurs du Louvre, au regard de leur collection néolithique. Donc, c'est une façon de faire dialoguer la culture populaire d'aujourd'hui, la bande dessinée, avec les grands fondamentaux du Louvre et faire venir aussi un autre public. Donc ça, c'est vraiment chouette. Une forme de consécration, on peut le dire. Oh là là, ça y est, je peux aller m'enterrer dans ma caverne. Je rappelle donc ce dernier album, le 8e, L'homme de Cro-Magnon de la série donc Silex and the City. Merci beaucoup. Merci. Dargaud.